il n'y a pas que Paul qui est un homme de télévision, puisque Tamara a aussi fait des choses. Et pour en parler, je vais appeler Pauline Hubert, qui est ancienne responsable de la programmation jeunesse à la RTBF. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de pouvoir vous parler ce soir parce que c'est vrai que Tamara et Damblon, nous nous connaissons depuis fort longtemps, déjà depuis le jeune théâtre de l'ULB et puis par la suite, on a pu se retrouver à la télévision. Alors je suis heureuse que vous m'ayez donné l'occasion aujourd'hui de pouvoir témoigner de ma collaboration en télévision avec Tamara et de pouvoir souligner l'intérêt et l'importance du travail qu'elle a effectué pendant plusieurs années en faveur du public des enfants, à la fois dans l'édition, mais aussi à la télévision. Enseignante et pédagogue de formation, laïque, féministe et démocrate convaincue, Tamara apporta, selon moi, tout au long de sa vie professionnelle, beaucoup d'importance à l'impact et à la force des images et des récits sur le public des enfants. Rappelons brièvement que dans le contexte des années 60, la RTBF ne diffusait quotidiennement pour les très jeunes enfants que de courts films de 5 minutes intitulés à l'époque « Les bonsoirs pour les petits ». Leur objectif commercial visait théoriquement à les éloigner de la suite des programmes qui ne leur étaient pas destinés, notamment du journal télévisé. Mais Tamara, futée comme elle est, avait bien compris qu'en dehors du fait de nourrir des tendances débilitantes, la télévision peut être un instrument d'éducation, être divertissante, étonnante et informative, et qu'il fallait miser sur l'intelligence des enfants, leur curiosité et leur facilité d'écoute. Apprendre à l'enfant à observer et à penser par lui-même et lui transmettre des connaissances était considéré par Tamara comme très important. Or, il était à cette époque absent de la conception d'un grand nombre de livres et de films présentés par la plupart des chaînes de télévision. Pour grandir, l'enfant a besoin de règles structurantes, disait Tamara. Grandir, c'est par exemple apprendre à déconstruire l'image, à comprendre ce qui fait sens dans l'image. Et c'est aussi identifier ses émotions. C'est aussi amener l'enfant à comprendre qu'il faut accepter de faire des choses avec les autres en sachant que l'on ne joue pas avec les autres comme on joue avec ses poupées ou avec ses jouets. C'est aussi apprendre à penser, à comprendre ce que veut l'autre et les conséquences de ce qu'il veut faire. Elle estimait que l'éducation doit clarifier la frontière entre le virtuel et le réel. L'enfant doit comprendre qu'il peut arracher les yeux de sa poupée, mais pas de sa petite sœur. Qu'il peut jouer avec ses cubes et construire un château, ensuite le détruire, mais qu'il n'a pas le droit de casser le matériel de la classe. Ainsi, progressivement, ce type de travail éducatif qui est prioritaire installe le respect de la sphère publique et de l'intimité de l'autre, le respect des différences entre les familles, les règles n'étant pas toujours les mêmes. En passant accord avec les éditions Dupuis pour la publication d'une trentaine de livres pour enfants entre 5 et 7-8 ans, Tamara me corrigera si je me trompe des dates, mais je pense que c'est à peu près ça, qui était intitulé « Petite abeille », ces livres de qualité donnèrent lieu ensuite, après 1968, à une série de 13 émissions spécifiques à la RTBF.
Notre joie fut grande de pouvoir les adapter avec l'aide de Tamara aux émissions de télévision pour les enfants, ce qui permit de démontrer une fois encore qu'une politique éducative fait partie des droits de l'enfant et n'est pas nécessairement une entreprise de domestication. Elle peut apporter des modèles de héros positifs et n'infantilise ni les lecteurs ni les médias. Elle consiste à aider l'enfant à s'intégrer parmi les autres tout en l'émancipant et en catalysant les agressifs. Ce fut une fructueuse et très sympathique collaboration. Statuer sur les savoirs les plus importants et sur la manière de les transmettre à l'enfant consistait à décider de ce que l'enfant doit apprendre. Est-ce apprendre l'interdit de nuire, d'identifier à son âge ce qui est négociable ou non? En bonne pédagogue, Tamara savait qu'il n'y avait pas lieu d'opposer vainement le caprice d'un adulte à celui d'un enfant. Grandir, c'est également apprendre, par exemple, que l'autre a aussi une existence. C'est donc accepter de faire des choses avec les autres. Mais pour objectiver, l'enfant doit être accompagné par sa famille, par l'école ou, pourquoi pas, parfois par la télévision. S'engager dans une politique éducative, c'est aider l'enfant à s'intégrer parmi les autres, tout en l'aidant à s'émanciper. C'est, disait Tamara, ne pas le maintenir dans un monde artificiel et niais, sans rapport avec son quotidien, ou dans un climat faussement protecteur. Le rôle de l'auteur est donc important, et le mérite de Tamara est de l'avoir conçu et représenté avec une série telle que Petite Abeille, de nous avoir aidés à prendre les enfants au sérieux, à penser un vrai programme éducatif très présent dans la vie des enfants et apte à modifier leur comportement, une spécificité indispensable pour les enfants de moins de 7 ans. Merci, Tamara, de nous avoir aidés à résister à l'infantilisation de certains médias. Nous allons évoquer maintenant un aspect plus discret et moins connu de Paul Damblon. C'est sa contribution au Belgian Kids Fund. Pour en parler, j'appelle Samy Cadranel, ancien président du conseil médical de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Bien, nous allons rester dans l'enfance, évidemment, puisqu'on avait commencé. Au moment où j'allais écrire ceci, préparer quelques mots, je vais être bref, ma femme, Renée, un pilier du CCLJ, m'a dit « N'oublie surtout pas, je te le recommande, de citer que nos enfants, les siens et les miens, les nôtres donc, ont tous goûté le miel de la petite abeille. » Mais c'est en tant que membre du conseil d'administration de la BKF, la Belgian Kids Fund, que je désire rendre hommage à Paul Damblon, qui fut notre président de 1999 à 2007. Avant cela, toutefois, je souhaite évoquer quelques souvenirs très personnels. Quand, en provenance de notre colonie, quel vilain nom, africaine, j'ai commencé en 1957 mes études de médecine, je fus rapidement ébloui par le foisonnement d'activités culturelles, politiques, folkloriques qu'offrait notre ULB de l'époque, lorsque le libre examen en était vraiment un et pas un autre dogme. Un nom circulait parmi nous, étudiants coloniaux, avides mais frustrés d'activités culturelles et englués dans la servitude d'études réputées difficiles qu'il fallait réussir à tout prix. C'était Paul Damblon, auréolé du prestige du jeune théâtre et de la chorale, que, avec d'autres, j'essayais d'approcher lorsque la bloc et la sainte frayeur de l'échec ont laissé le temps.
le prestige n'était pas usurpé, car Paul avait le don de communiquer sa sympathie, son enthousiasme, mais aussi sa rigueur dans le travail, fût-il récréatif. Voilà des souvenirs de jeunesse que tout étudiant est heureux de garder en lui tout au long de sa carrière. Mais sans ressources, pas de recherche. En 1995, des médecins désireux de promouvoir la recherche en pédiatrie, dont j'étais, en même temps qu'André Kahn, feu André Kahn, au sein du réseau de l'Université libre de Bruxelles, ont décidé de créer l'association scientifique de l'hôpital universitaire des enfants, Reine Fabiola, auquel le CCLJ participe notamment à Noël. Sachez que les JJL fêtent les enfants à Noël, puisque eux ne fêtent pas Noël. Donc il y a quand même des liens, et beaucoup de liens même. Qui par facilité est également appelé de Belgian Kids Fund, BKF, une association sans but lucratif. Pour être tout à fait neutre, nous avions pris Gilles Fissmann pour décorer et faire notre logo, et Viviane Teitelbaum comme directrice. Donc ça faisait la neutralité totale. Mais tous les deux n'ont pas continué avec nous, et le but de cette BKF est de recueillir des fonds qui manquent cruellement pour la recherche scientifique en Belgique. Il manque encore plus en pédiatrie, car les enfants ne votent pas, et des compagnies pharmaceutiques ne se ruent pas sur une recherche de médicaments qui sont prescrits à faible dose à un petit nombre d'enfants, c'est-à-dire sans grand bénéfice financier pour ces fameuses sociétés. Pendant ces quelques 20 ans depuis la fondation de la BKF, nous avons réussi à offrir à partir de 1998 90 bourses à 44 chercheurs, dont une grande partie a abouti à des thèses d'agrégation d'enseignement supérieur, et certaines ont été couronnées par de prestigieux prix internationaux. Après ces premières années, 3 en tout, pendant lesquelles les médecins ont pris en charge cette organisation, il nous est apparu que ce n'était vraiment pas nous qui devions le faire parce qu'on n'était pas bons. Et donc nous avons eu besoin, et nous avons tout de suite compris que nous avions besoin d'une directrice ou d'un directeur, une directrice dans l'occasion, qui coordonne notre action, mais aussi d'un personnage qui guide notre action et la fasse connaître. Cela ne vous étonnera donc pas que nous ayons pensé à Paul Damblon, un scientifique, héros de la laïcité et de l'humanisme, dont la notoriété dans les médias en tant que communicateur dans le domaine scientifique était réputée. Il a été notre président de 1999 à 2007, comme on a dit, remplacé depuis lors par un autre vulgarisateur de charme, Arsène Burti. Paul a mené nos débats de main de maître, nous a fait avec générosité bénéficier de son vaste réseau d'adresses utiles, et nous avons largement profité de l'enthousiasme qu'il insuffle, mais aussi de la sympathie, de la confiance qu'il inspire, et qui nous a permis de recruter un comité d'honneur particulièrement titré. Je voudrais dire ici quelques mots encore, mais je vais les emprunter à Paul lui-même. C'est son discours. Que l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola est un établissement de réputation internationale, je ne vous apprends rien. Que la qualité des soins qui y sont dispensés est assurée par l'excellence de l'équipement, et bien évidemment par le dévouement et le savoir-faire du personnel soignant, vous vous en doutez, et ainsi de suite. Ça continue, mais les deux choses les plus importantes, c'est ceci. Favoriser la poursuite de travaux de jeunes chercheurs dynamiques, inventifs et riches d'enthousiasme, leur permettre les indispensables contacts internationaux sans lesquels notre know-how serait rapidement obsolète, rendre possible l'accomplissement de ces vocations qui, depuis que la médecine scientifique existe, ont fait avancer les choses dans le domaine de la santé, telle est la mission que dans des proportions certes encore limitées, mais déjà non négligeables, nous nous sommes fixés. L'attribution chaque année de 2 à 3 bourses de recherche, c'est beaucoup plus maintenant, est le premier de nos objectifs que nous ayons atteints. Le deuxième but, plus modeste mais non moins essentiel, est l'information du public. Elle continue son travail là. La médecine pédiatrique n'atteindra son maximum d'efficacité que face à une population informée, conscientisée, comme on dit aujourd'hui. Et là, croyez-moi, beaucoup reste à faire. Pour que tout cela continue et même croisse et embellisse, il est clair que nous ne pouvons rien sans vous, je le dis à tout le monde ici, sans votre attention, sans votre intérêt, sans votre générosité. Tout cela va sans dire, me direz-vous. C'est vrai, mais cela va encore beaucoup mieux en le disant et en le redisant, Paul. Au nom de la BKF, de tout le CA de la BKF, je tiens à te remercier publiquement en ce jour faste pour toi et pour Tamara,
et à te féliciter d'avoir su garder, bien vivantes, les qualités que j'admirais déjà à l'aube de ma propre carrière. Paul est un défenseur de la laïcité, un laïc, mais pas un rabbik, pas un homme fermé, puisque la laïcité est par essence ouverte et elle n'a pas besoin de qualificatif pour cela. C'est la raison pour laquelle il a toujours entamé un dialogue avec l'autre, qu'il soit croyant, qu'il soit catholique ou juif. Nous allons maintenant voir une vidéo de Gabriel Ringlet, qui est prêtre, professeur à l'Université catholique de Louvain, dont il a été le vice-recteur. Voilà, je vous laisse voir le film. Très cher Paul, moi ça me fait vraiment très très plaisir de m'associer à cet hommage qui t'est rendu. Notre amitié, même si elle s'exprime de manière sobre au fil du temps, dans la lenteur, compte énormément pour moi. Et je voudrais dire que si j'ai eu l'occasion de beaucoup débattre dans la vie avec
des invités, de tendances, de convictions très très différentes. Les débats que nous avons eus ensemble sont ceux qui m'ont vraiment marqué très très en profondeur, Paul. D'abord parce que nous avions de l'humour tous les deux, et tu avais un art d'aller me rechercher dans mes derniers retranchements qui m'aidait en quelque sorte à accoucher d'une parole dont je n'accouchais pas habituellement, y compris à propos de ma propre foi. C'est peut-être la première chose que je retiens de toi, tu es un formidable accoucheur. On le sait bien sur le plan professionnel, journalistique, mais aussi dans l'entretien en face à face, et un accouchement qui a un énorme respect. Et puis la deuxième chose qui là m'a véritablement bouleversé, c'est qu'une de tes qualités fondamentales, en tout cas à mes yeux, c'est ce que j'ose appeler ton inquiétude. Moi, j'utilise le mot inquiétude, bien sûr, dans un sens extrêmement positif. Cette interrogation vraiment fondamentale qui nous laboure. Je crois que dans la vie, il y a des gens, il faut bien le dire, de superficialité, qui passent à côté de l'existence, et ils sont peu nombreux. Il y a des gens d'inquiétude. Et quand on ose dialoguer à partir de nos inquiétudes, alors les convictions, ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas, sont tout à fait secondaires. On se rejoint sur des chemins tellement plus essentiels. Tu m'as beaucoup apporté, tu continues à beaucoup m'apporter, Paul, et je tiens à te dire un très 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 grand merci. Merci aussi à Tamara. Tu m'en as parlé si souvent, non seulement avec cœur, mais avec enthousiasme, quand nous parlions de ce grand combat autour des valeurs juives qui t'ont rejoint aussi très très en profondeur. Et comme personnellement je crois être davantage dans la culture sémitique, par mes études, par tout mon chemin, beaucoup plus que dans la culture gréco-latine, tu comprends à quel point tout ceci compte beaucoup pour moi. Félicitations encore, je m'en réjouis beaucoup beaucoup. Paul, ces images ont été enregistrées dans le jardin du presbytère dans lequel vit Gabriel Ringlet, presbytère du prieuré de Malef Sainte-Marie. Alors peut-être que dans une autre vie, tu aurais pu rejoindre cela puisque tu étais enfant de chœur. Tu as peut-être raté quelque chose, c'est un endroit charmant. Je vais maintenant céder la parole à Florian Chinsky, qui est rabbin et qui a eu l'occasion de dialoguer énormément avec Tamara et Paul et d'évoquer également le judaïsme. Le micro est juste entre nous, en fait. Cher Paul, chère Tamara, nous sommes installés aujourd'hui dans le centre communautaire juif laïque David Susskind, dans cette belle salle qui résonne de toutes les paroles magnifiques qui ont été prononcées à propos de vous deux personnalités exceptionnelles, par des gens qui sont des personnalités admirables de sincérité, de cœur et d'action. Et je mesure le privilège qui consiste à m'adresser à vous après toutes ces personnes. Difficile privilège, d'autant plus difficile privilège que c'est au sein du centre communautaire juif laïque que, compte tenu du programme, je dois m'adresser, je crois bien, ici à vous, Paul Damblon et Tamara Damblon, en tant que membre du clergé, c'est bien ça. Alors, pour me sortir de cette difficile passe, je commencerai en citant ce que disait Laplace à Napoléon, qui disait, quand Napoléon l'interrogeait sur le fait qu'il n'ait pas cité Dieu dans ses traités, Laplace disait « Dieu, eh bien, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Alors, ça m'a fait penser, cher Paul, à cette parole que vous avez dite dans notre émission de radio sur Radio Judaïka, qui est une parole qui prend même pas Dieu comme une hypothèse, mais qui considère plutôt Dieu d'une façon que je peux comprendre
en tant que rabbin, comme, et là je vais dire quelque chose d'assez dur, mais d'assez vrai aussi, comme un obstacle, puisque vous avez dit à moi et à nos auditeurs, je fais l'économie de Dieu pour ne pas lui en vouloir. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est capable de vraiment comprendre ici et qui s'inscrit vraiment dans cette tradition de lutte que nous avons à l'intérieur même de l'identité juive, puisqu'on n'a pas réussi à devenir Israël, le peuple d'Israël, sans une lutte. C'est Jacob lui-même dans sa lutte avec l'ange, dans sa lutte avec Dieu, avec ses valeurs, avec lui-même, qui a été blessé, qui s'est retrouvé blessé, qui s'est retrouvé boiteux pour toujours, et qui est devenu Israël. Et ça rejoint certainement ce que disait Gabriel Ringlet également quand il parle d'inquiétude. C'est cette lutte. Et vous disiez également, lorsqu'on parlait d'une façon très ouverte, je vous invitais à exprimer vos convictions. Et vous exprimiez justement votre méfiance vis-à-vis des convictions. Parce qu'il est nécessaire, il est fondamental d'avoir des valeurs, mais il est tellement simple d'être persuadé que c'est nous qui avons les bonnes valeurs. Et c'est ainsi que vous m'avez dit, c'est en quittant la foi que j'ai trouvé la capacité au bonheur. Et une parole difficile, difficile et tellement vraie en même temps, difficile à admettre, mais facile à comprendre. Et cette lutte, évidemment, Tamara, au fil de votre histoire, au fil de ce qu'on a entendu et de ce que vous nous avez raconté également à notre émission, il y a cette même lutte, cette même volonté d'identité, cette même recherche d'une famille aussi à travers les mouvements de jeunesse et à travers l'implication dans l'identité juive et dans l'identité humaine en général. Est-ce qu'un rabbin a le droit de faire des sacrilèges ? Le rabbin David Susskind, parce qu'en réalité, chaque fois que je pense à lui, je m'empêche de dire le rabbin David Susskind. Donc, aujourd'hui, je ne m'en empêche pas. Avait l'habitude de citer cette parole de Hillel, « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je ? Si ce n'est pas maintenant, quand ?» Mais pour vous deux, je voudrais reciter une autre parole qui est au cœur de ce que j'ai compris de vous et de tout ce qu'on a entendu aussi ce soir. Cette autre parole de Hillel qui, devant résumer toute la Torah sur un pied, a dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Évidemment, cet engagement humaniste, mais la suite aussi, puisque Hillel continuait et disait « Le reste, ce sont des commentaires, va et étudie, car il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à enseigner, comme on le dit dans notre tradition, l'ilmod ou le lamed, étudier et retransmettre. » Alors, de vous deux, la première qui m'ait appris quelque chose, c'est forcément Tamara. Puisque grâce à Tamara, j'ai appris que quand on était poursuivi par un grand méchant loup, on avait intérêt à avoir des bonnes gaufres au miel dans son sac pour les lui jeter. C'est dans « Papa, fais-moi peur ». Une référence importante. Et Tamara, autre chose d'important, certainement dans ce qu'on a évoqué, des rituels laïques, autant que de mon engagement aussi à la fois rabbinique et humain en termes des rituels, je n'oublierai jamais l'histoire, l'une autre histoire qui est celle où Petite Abeille perd son poisson rouge. Et où il y a tout un rituel qui est créé par la famille pour qu'il y ait un travail de deuil qui puisse se faire à travers la façon de dire au revoir au petit poisson rouge. Je retiens aussi cet engagement tellement, cette grande passion encore quand on parlait d'accoucheur pour Paul, vrai aussi pour Tamara, puisque, j'ai noté, c'est Mame Diogoïdiouf. J'ai bien prononcé, puisque au-delà de partager la culture occidentale, vous avez encouragé, vous avez encouragé à créer des livres à travers la recherche d'une culture africaine. Et ce ne sont que de petits exemples, je ne peux pas en dire beaucoup, on ne pourra pas tout citer, mais cette passion juive que vous avez tous les deux de l'identité humaine, et cette passion humaniste aussi que vous avez tous les deux de l'identité juive.
Alors, il y a juste une toute petite chose que je dois avouer ici. Lorsque j'ai reçu Paul Damblon dans notre émission de radio, on a eu un débat mouvementé, très intéressant et passionnant. Et ce respect de l'autre, mais aussi la défense des valeurs, c'est quelque chose de tellement présent qu'à la fin de l'émission, dès que ça a été coupé, Paul, parce que sur l'émission de radio, vous voyait, etc. Mais à la fin de l'émission, il dit oh, « J'espère que je t'ai pas emmerdé !» Moi, j'étais très gênée, je voulais surtout pas que vous croyiez que vous m'aviez embêté. Au contraire, c'était la passion du débat, c'était extraordinaire. J'ai dit « Non, pas du tout !» À peu près sur ce ton de voix-là. Eh bien, je dois avouer aujourd'hui que les micros n'étaient pas encore coupés. Alors, je vais simplement conclure maintenant en vous remerciant tous les deux. Il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont été menées ensemble. La première à laquelle j'ai eu le bonheur d'être associée, c'était la bar mitzvah de Robin. Et par la suite, ça a été, Paul, votre participation à une rencontre interreligieuse que nous avions eue juste en face de la maison communale de Forêt, à l'occasion de Sukkot, Soukat Shalom, l'accueil, etc., où vous représentiez la voix laïque. Et ces émissions aussi sur Radio Judaïka, toujours vous étiez prêts et vous restez prêts à défendre cette direction de partage et de partage du savoir. Alors, pour conclure, je dirais simplement que quand je me tourne vers vos petits-enfants, je dois dire que Robin a été le premier de mes bnei mitzvah avec toute la famille à venir fabriquer lui-même les... Vous savez, quand on fait sa bar mitzvah, on met le talit, et donc, si c'est une bar mitzvah laïque, on est dispensé, mais voilà. Et donc on fait les... Qu'est-ce que c'est qu'un talit? C'est un vêtement où il y a les petites franges, les petites tzitziot dans le coin. Et ma signification personnelle, on dit dans le Shema Israël, vous vous ferez des tzitziot. Et vous vous souviendrez du sens de vos vies. Et c'est comme ces petits fils de la vie où on y dit, c'est vous-même qui devez les tisser. En général, les bnei mitzvah, ils achètent un talit, mais parfois ils le fabriquent eux-mêmes. Et donc, c'est une belle voie, Robin, que d'avoir tissé toi-même. Et voilà, c'est un grand travail dans la vie, mais un tellement bel enseignement dont nous sommes tous les héritiers, de tisser, continuer à tisser les fils de nos vies. Et alors là, le commandement, c'est d'avoir... un fils et une fille, un petit-fils et une petite fille, là où vous avez accompli votre devoir de transmission, et vous avez une petite fille qui s'inscrit également dans la photo, l'analyse, garder les choses, et donc à travers ces deux capacités, je nous souhaite à tous de continuer à apprendre longuement de ces belles leçons de vie qui sont les vôtres. Merci beaucoup, Toda Rabba.